Donc, je vais continuer aujourd'hui le cours sur la physique des atomes de Rydberg en interaction. Je vous rappelle que dans les 3 premières leçons, avant l'interruption des congés de Pâques, j'avais décrit les propriétés exagérées des atomes de Rydberg en général, en décrivant un certain nombre d'expériences déjà anciennes qui avaient étudié les propriétés de ces atomes, leur spectroscopie, leur interaction avec les champs électriques, en particulier l'effet Stark qui joue un rôle important pour la manipulation de ces atomes. La dernière leçon, je m'étais intéressé aux interactions dipôle-dipôle entre atomes, et donc j'avais en particulier montré que lorsqu'on prend 2 atomes de Rydberg à une distance r l'un de l'autre, l'interaction est une interaction essentiellement en D2 sur R3, où D est le dipôle électrique, et donc c'est une interaction qui est extrêmement forte puisque les dipôles électriques sont très grands, et qu'il y avait 2 cas qu'on pouvait distinguer. Dans le cas où le niveau correspondant, le niveau combiné des 2 atomes est non dégénéré avec d'autres niveaux du système des 2 atomes, on a une interaction de Van der Waals en 1 sur R6, et en fait qui croît très très vite avec le nombre quantique principal en N11 sur R6, alors que, donc ça c'est dans le cas non dégénéré, alors que dans le cas où il y a une résonance, c'est-à-dire où les 2 niveaux, le système constitué par les 2 niveaux a une énergie qui est égale ou voisine d'une énergie correspondant à un transfert d'un des atomes sur un autre niveau, on a une dégénérescence qu'on appelle une résonance de Förster. Et cette résonance de Förster conduit à une interaction qui est au premier ordre et qui, dans ce cas-là, est en N4 sur R3. Dans les 2 cas, ces interactions sont extrêmement importantes, si on les compare en particulier aux interactions de même nature entre atomes dans l'état fondamental, et essentiellement, elles font interagir entre eux de façon appréciable des atomes dont la distance mutuelle sont comprises entre 1 et 10 microns, c'est-à-dire à peu près de l'ordre de 100 fois la taille de l'orbite de l'électron de Rydberg. Et j'ai donné des exemples des illustrations des effets de ces interactions dipôle-dipôle entre atomes de Rydberg dans des expériences déjà anciennes de collision entre atomes, dans lesquelles on met en évidence en particulier les résonances de Förster, ou encore dans des expériences où on mesure l'interaction d'un atome de Rydberg avec son image électrique dans une paroi métallique, où on met en évidence une interaction en 1 sur R3 qui varie bien en N4 sur R3. Donc, après avoir présenté ça de façon générale, je voudrais aborder aujourd'hui la partie centrale du cours, qui est l'exploitation donc du blocage entre atomes de Rydberg pour réaliser de l'intrication entre atomes, pour, disons, exploiter ces interactions entre atomes de Rydberg pour réaliser des processus très fortement non linéaires qui permettent d'intriquer des atomes, de fabriquer des portes quantiques. Alors, dans cette leçon, je vais me consacrer essentiellement à une situation très simple, celle dans laquelle on contrôle 2 atomes à une distance bien définie l'un de l'autre et où on manipule ces 2 atomes pour mettre en évidence leur interaction, leur couplage, l'effet de blocage entre atomes de Rydberg, d'intrication entre les atomes. Pour cela, on doit travailler évidemment avec des atomes froids, et donc je ferai quelques rappels sur la physique des atomes froids au début de la leçon, et je commencerai après ces rappels par analyser une proposition qui a été faite dans le groupe de Zoller et de Sirac à Innsbruck au début donc, dans l'année 2000, qui était la première proposition d'utiliser précisément le blocage Rydberg en information quantique. Alors, je décrirai cette proposition parce qu'elle a joué un rôle très important pour déclencher un effort expérimental très large, avec beaucoup de groupes impliqués en Europe et aux États-Unis. Et en fait, la proposition de Zoller a été réalisée, la proposition de ce papier ont été réalisées dans des expériences au cours des années 2009-2010. Donc il a fallu une dizaine d'années aux expérimentateurs pour arriver à maîtriser le système de façon à arriver à réaliser ces expériences. Donc je vais commencer par quelques rappels sur les méthodes de manipulation et de détection des atomes froids. Et je rappelle que le système fondamental, enfin l'outil fondamental dans ces expériences, c'est la mélasse optique et le piège magnéto-optique.
Donc je vais faire quelques rappels sur cela. La mélasse optique, c'est le procédé qui permet de refroidir des atomes dans une vapeur atomique par échange d'impulsions entre les photons et les atomes. Donc on réalise, comme vous le voyez sur cette figure, une structure où 6 faisceaux laser contre-propageants dans les 3 directions de l'espace éclairent une petite région de l'espace dans laquelle on a une vapeur atomique, de façon à ce que les photons échangent donc de l'impulsion par pression de radiation avec les atomes pour les refroidir. Alors vous concevez que si je raisonne à une dimension, si vous avez 2 faisceaux lumineux contre-propageants et un atome entre les deux, eh bien l'atome va être poussé par les photons provenant des 2 faisceaux, et c'est ce qu'on appelle la pression de radiation. Cette pression de radiation, elle est liée au fait qu'à chaque fois qu'un photon est absorbé, l'atome encaisse la quantité de mouvement correspondante. Bien sûr, après, le photon est réémis, mais comme il est réémis de façon isotrope dans toutes les directions de l'espace, le processus de réémission, en moyenne, a un bilan d'impulsion nul. Donc, après un très grand nombre de cycles de ce genre d'émission et de réabsorption, l'atome encaisse un très grand nombre d'impulsions du photon et donc très fortement accéléré ou décéléré suivant le signe de l'effet. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est une décélération. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'un atome qui se déplace, par exemple, de la gauche vers la droite, soit freiné par les photons du faisceau venant à droite. Alors c'est le cas, mais on a également un laser de l'autre côté, et ce laser va pousser les atomes. Et donc il faut s'arranger pour créer un déséquilibre pour que la force qui freine les atomes provenant de ce laser l'emporte sur la force qui accélère les atomes provenant de celui-ci. Et l'astuce pour réaliser cela, c'est d'utiliser l'effet Doppler. C'est-à-dire qu'on désaccorde les faisceaux laser de façon à ce que leur fréquence soit légèrement inférieure à la fréquence de résonance d'absorption des atomes. Et vous voyez que si on réalise ce déséquilibre, les atomes qui se propagent de la gauche vers la droite vont voir le faisceau de ce laser décalé vers le bleu, donc mis en résonance, et vont échanger des photons beaucoup plus efficacement avec ce laser qu'avec celui-ci, puisque celui-ci, au contraire, va être décalé dans le mauvais sens. Et donc, avec cette simple astuce qui a été imaginée à la fin des années 70, on peut s'arranger pour que les atomes à une dimension dans cette figure, dans cette image, soient toujours freinés, voient toujours une force opposée à leur vitesse. Si évidemment je retourne la vitesse de l'atome, l'effet va être en sens inverse et ça va être également un freinage. Et donc en réalisant ça dans les 3 directions de l'espace, on réalise une situation où les atomes subissent en permanence une force dont on peut montrer qu'elle est proportionnelle à la vitesse et opposée à la vitesse. C'est ce qu'on appelle une force de friction, de la viscosité. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une mélasse. Les atomes se déplacent comme s'ils se déplaçaient dans un milieu très visqueux. Ce milieu visqueux réduit leur vitesse et on arrive à des vitesses correspondant à des températures de l'ordre du micro, de quelques microdegrés Kelvin. Alors pour atteindre ces températures, il faut en fait exploiter des effets plus subtils que l'effet que j'ai décrit ici. En plus de cet effet de simple effet de pression de radiation, il y a des effets de pompage optique et des effets d'habillage de l'atome par les champs lumineux que je n'ai pas le temps de décrire et dont la description a été faite en particulier par Claude Cohen-Tanucci et Jean Dalibard et qui a été une des raison du prix Nobel de Claude Cohen-Tanucci en 1997. Donc des mécanismes très puissants qui permettent de refroidir à quelques microkelvin. Mais vous voyez que si on se contente d'une mélasse optique, eh bien on va avoir un refroidissement des atomes, mais les atomes vont diffuser dans cette mélasse et ils ne vont pas être maintenus dans une région de l'espace bien définie. En fait, ils subissent une espèce de mouvement brownien et ils vont s'échapper progressivement. Pour les maintenir vraiment et les confiner spatialement, il faut rajouter une force qui dépend de la position, et c'est ce qu'on appelle le piège magnéto-optique, ou MOT en anglais. Ce piège magnéto-optique ajoute à cet effet de mélasse un effet de confinement qui introduit une force qui dépend de la position de l'atome dans l'espace. Alors également, on peut décrire de façon qualitative cet effet à une dimension. C'est toujours sur ce même dessin. On rajoute des bobines de champ magnétique qui créent un gradient de champ magnétique au niveau des atomes. Et on crée un gradient, par exemple en mettant des bobines de Helmholtz en opposition, on crée un gradient de champ magnétique tel que les niveaux d'énergie de l'atome, je prends le cas
d'un atome qui a un moment cinétique égal à 1, d'un état excité qui a un moment cinétique égal à 1, le niveau magnétique m égale plus 1, m égale 0 et m égale moins 1 vont voir spatialement leur énergie varier de cette façon, dans un gradient de champ magnétique. Alors que l'état inférieur de l'atome, que je suppose ici un état m égale 0, a une énergie indépendante de la position. Alors vous voyez que si vous avez ici, si vous prenez un faisceau polarisé en sigma+, si l'un des deux faisceaux de contre-propageant est polarisé en sigma+, et que sa fréquence, la fréquence du laser est inférieure à la fréquence atomique, vous voyez qu'en ce point, eh bien, les atomes qui subissent une transition de m égale 0 à m égale plus 1 vont absorber le faisceau en question avec une grande efficacité. Par contre, si vous vous éloignez de ce point, le désaccord de fréquence fait que l'effet de pression de radiation va être plus faible. Donc les atomes vont avoir tendance à subir une force dans la direction qui les confine autour de n égale 0, autour de cette position z égale 0. Si le faisceau contre-propageant lui est un faisceau sigma-, vous voyez que le même effet va se produire en ce point. Il va y avoir cette fois-ci interaction avec ce faisceau-là, et donc les atomes de l'état m égale 0 inférieur vont subir des cycles d'absorption et d'émission qui vont avoir tendance à les confiner au voisinage de m égale 0. Alors, la description que j'ai donnée là est très simple, elle s'applique avec une configuration Zeeman très très simple. On peut compliquer la situation, mettre des lasers de repompage de façon à s'arranger pour que les atomes ne quittent pas les niveaux qu'il faut pour que cette force s'applique de façon efficace. On réalise ça à 3 dimensions, et le résultat, c'est que la combinaison de l'effet de mélasse optique qui refroidit les atomes et le piège magnéto-optique qui les confine spatialement permet de fabriquer des nuages de quelques millimètres d'extension spatiale très très froids. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut utiliser d'autres types de forces pour arriver à piéger les atomes de façon encore plus confinante. Les effets que j'ai décrits ici, ce sont essentiellement des effets de pression de radiation résonants. C'est-à-dire qu'ils exploitent les échanges d'impulsions au cours de l'absorption et de l'émission des photons par les atomes. Mais il y a un deuxième type de force extrêmement important lorsqu'on fait interagir les atomes avec de la lumière. Ce sont des forces dites dipolaires ou dispersives, des forces non résonantes, qui sont liées au fait qu'un niveau d'énergie atomique, si vous prenez une transition atomique et que vous éclairez cette transition avec un laser qui est très loin de résonance, il ne pourra pas absorber ou émettre, l'atome ne pourra pas absorber ou émettre de photons, mais les niveaux d'énergie de l'atome vont être déplacés par l'effet dit de light shift, et ce déplacement d'énergie est proportionnel à l'intensité de la lumière, et inversement proportionnel au désaccord de fréquence delta entre la lumière et la transition atomique. Si I maintenant dépend de la position, si l'intensité lumineuse vue par les atomes dépend de leur position dans le faisceau lumineux, eh bien, le gradient de ce light shift va représenter une force qu'on appelle une force dipolaire, dépendant de la position, et cette force va être capable de piéger les atomes. Dans le cas en particulier où le laser est décalé vers le rouge, les atomes vont être attirés vers les champs forts. Donc si on peut focaliser un faisceau laser très très fort et arriver à une tâche de diffraction de l'ordre à une focalisation limitée par la diffraction de l'ordre du micron, on va avoir une toute petite région de l'espace avec une attraction très forte des atomes en ce point. On fabrique ce qu'on appelle une pince à atomes, atomic tweezer en anglais. Et vous voyez, le principe de l'expérience est décrit là. On commence par refroidir les atomes dans un système de mélasse ou de piège magnéto-optique, et puis on focalise au centre de ce piège en un point une très grande intensité lumineuse, un laser décalé vers le rouge, et les atomes sont attirés en ce point, et on peut, de cette façon-là, charger un piège avec des atomes. En fait, comme je vais vous le montrer dans un moment, en fait, le nombre d'atomes, si le piège est suffisamment petit, peut être limité à une valeur égale à 1. Donc on peut piéger individuellement des atomes dans un faisceau lumineux extrêmement bien focalisé. Une autre façon de contrôler la position des atomes, c'est la réalisation de réseaux optiques en faisant interférer des lasers à 1, 2 ou 3 dimensions. On fabrique des réseaux de puits de potentiel avec le même effet de force dispersive dont je viens de vous parler. Les atomes sont attirés au maxima ou au minima d'intensité de ce réseau, suivant le signe du désaccord de fréquence entre le laser et l'atome, et on peut fabriquer des structures dans lesquelles les atomes vont être
rangés comme dans une boîte à œufs, si vous voulez, si on se raisonne à 2 dimensions, avec 1, 2 ou 3 atomes par puits. Et là encore, dans certaines conditions, on peut créer des situations dans lesquelles il n'y aura qu'un seul atome dans le puits. Donc le nombre d'atomes par puits peut varier et il existe différents régimes d'occupation de ces puits suivant l'importance relative du terme d'échange entre puits, c'est-à-dire du taux avec lequel, par effet tunnel, les atomes pourront passer d'un puits à l'autre, et de l'énergie d'interaction entre les atomes dans un puits. Si cette énergie d'interaction est suffisamment faible et si le taux de passage par effet tunnel est suffisamment grand, les atomes vont pouvoir diffuser comme des électrons dans un métal, et on a un système d'atomes délocalisés, une situation qui rappelle ce qui se passe en l'absence de puits de potentiel dans un condensat de Bose-Einstein. En fait, en général, on charge ces structures en commençant par fabriquer un condensat et en imprimant ensuite sur ce condensat un réseau optique. Si au contraire les interactions entre les particules dominent l'effet tunnel, les particules ont intérêt à se localiser dans les puits parce que ça leur coûte beaucoup d'énergie d'avoir 2 atomes dans le même puits, étant donné que je parle ici d'interaction répulsive. Et à ce moment-là, le système n'est plus superfluide, le système devient ce qu'on appelle un isolant de Mott. Et le passage d'un régime à l'autre est ce qu'on appelle la transition de Mott. Alors attention, le Mott que j'emploie ici, ce n'est pas du tout le même Mott que du piège magnéto-optique. Il y a 2 T, on se réfère à un physicien anglais. Mais donc cette transition joue un rôle très important dans cette physique. Alors, je vais parler maintenant du blocage collisionnel qui fait qu'on peut effectivement contrôler avec une grande précision le nombre d'atomes dans les puits, ce qui est essentiel pour les expériences que je veux décrire. Et ceci a été démontré pour la première fois dans le groupe de Philippe Grangier à l'Institut d'optique, dans une très jolie expérience. Vous voyez que le principe de l'expérience est très simple. On fabrique donc un piège magnéto-optique et puis on focalise un laser décalé vers le rouge en un point du piège, donc on charge en ce point, on charge la pince optique. Et en même temps, on observe ce qui se passe en regardant la lumière diffusée par la motte. Vous voyez, lorsqu'on fait une mélasse optique ou une motte, les atomes, c'est le mécanisme même du système, émettent et réabsorbent des photons sans arrêt. Donc, des photons résonnants ou quasi-résonnants avec la transition atomique sont émis dans toutes les directions, et les photons qui se trouvent en ce point sont focalisés par le même dispositif que celui qui fabrique la pince optique, et à l'aide d'une lame dichroïque qui sépare les fréquences, parce que la fréquence non résonante ici est très loin de la fréquence de résonance des atomes, on peut faire séparer les 2 faisceaux et recevoir les photons diffusés par la motte sur un photodétecteur ou sur une simple caméra de type CCD, et donc voir ce qui se passe au point de focalisation du faisceau. Et lorsqu'un atome va être capturé dans ce piège magnéto-optique, l'intensité lumineuse va augmenter brutalement. Et en étudiant les variations de cette intensité lumineuse, on peut compter les atomes dans le piège. Et lorsqu'on fait cette expérience, on tire profit d'un effet qui est extrêmement intéressant, qui est un effet de collision assistée par la lumière. Si vous avez un atome dans le puits, il va y rester pendant un temps relativement long. Il va être expulsé du puits au bout d'un temps de l'ordre de quelques secondes sous l'effet des collisions avec le gaz résiduel. Mais si vous avez 2 atomes dans le même puits, ces atomes ont une très grande probabilité d'interagir par collision. Ces collisions sont en plus assistées par la lumière, c'est-à-dire qu'il faut décrire le phénomène relativement complexe d'interaction des atomes habillés par les photons lumineux. Et ce qui se passe, c'est que ces atomes subissent rapidement des transitions vers d'autres niveaux qui ne sont plus piégeants, qui ne sont plus piégés par le piège optique, et donc ils s'échappent. Et donc si vous avez une paire d'atomes, les atomes très rapidement vont quitter le piège et vous allez vous retrouver avec 0 atome. Par contre, si vous avez un nombre impair d'atomes, eh bien, les atomes vont disparaître par paire et il restera le dernier atome dans le système. Donc, de cette façon-là, sans même chercher vraiment à comprendre la nature du mécanisme, on est sûr d'avoir soit 0, soit 1 atome dans le piège. Et c'est ce que le groupe de Philippe Grangier à l'Institut d'optique a observé. Voici un histogramme des taux de comptage observés, c'est-à-dire qu'on compte pendant 10 millisecondes le nombre de photons, on obtient un nombre de photons de l'ordre de 30 à 40, et on porte ici la fréquence de ce taux de comptage en recommençant l'expérience un grand nombre de fois. Vous voyez en violet l'histogramme que l'on obtient quand il n'y a pas d'atome, c'est-à-dire que lorsqu'on ne charge pas le piège, on voit simplement la lumière parasite du système, et on voit qu'effectivement il y a un taux de lumière parasite d'à peu près 30 photons dans la fenêtre de comptage. Par contre, lorsqu'on charge le piège,
on voit maintenant que l'histogramme a deux bosses. Une première bosse qui montre qu'à certains moments, il n'y a pas d'atome dans le piège, soit parce qu'on n'en a pas capturé, soit parce qu'on en a capturé une paire qui a disparu. Et on a une deuxième bosse qui, elle, correspond au niveau d'un atome unique. Si on représentait la loi de Poisson correspondante, on s'attendrait à avoir une bosse pour deux atomes, mais cette bosse est manquante. Donc vous voyez que cette expérience révèle de façon très claire que ces pièges, ces pinces optiques de très petite dimension ne peuvent capturer qu'un atome à la fois. On le voit d'ailleurs de façon encore plus spectaculaire si, au lieu de détecter avec un photodétecteur, on utilise une caméra. Vous voyez qu'on voit, avec la résolution du pixel de la caméra, on voit des atomes uniques. Donc le piège est vide, il apparaît un atome qui est capturé de la mélasse optique, puis il disparaît sous l'effet des collisions, et on voit ce signal télégraphique qui ne dépasse pas le niveau d'un atome unique. Et ces images montrent de façon très claire qu'on capture ainsi des atomes uniques dans le piège. Et vous voyez que ça se fait de façon aléatoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On est passé à 0 photon d'un seul coup. Il faudrait remettre le vidéoprojecteur en marche. C'est pas mon ordinateur qui a un problème. Je vais changer la lampe. Donc le temps que ça se passe, je peux peut-être aller un peu plus loin. Donc vous voyez qu'on peut de cette façon-là charger le piège. On le charge de façon statistique, mais on sait quand est-ce qu'il y a un atome dans le piège. Et lorsqu'on fera des expériences à deux atomes, on le fait avec deux pièges et on choisit les instants où chaque piège contient un atome. Alors vous avez des notes de cours, donc on peut aller un peu plus loin si vous les suivez. Donc je décris le phénomène analogue maintenant qui se produit dans les réseaux optiques. Alors voici vous avez donc un réseau optique sur la page suivante. Qu'est-ce que c'est que le réseau optique? Donc je l'ai représenté ici à une dimension. Vous avez donc le réseau périodique, et ce réseau périodique est superposé avec un puits parabolique qui est en général le puits magnétique dans lequel on a préparé le condensat de Bose-Einstein. Donc on superpose à ce puits qui confine le condensat, on le superpose à une onde stationnaire optique, et les atomes viennent se ranger dans cette onde stationnaire. Donc, quand l'interaction entre les atomes est dominante, il y a un atome dans chacun de ces puits. Si vous augmentez le nombre d'atomes, alors c'est la deuxième image que vous voyez sur cette même diapositive, les atomes sont obligés de se rassembler dans les puits, et donc au centre de cette structure, vous commencez à avoir deux atomes par puits. Pourquoi est-ce que les deux atomes viennent au centre de la structure? Parce que ça coûte moins d'énergie d'aller au minimum du puits de potentiel et d'y aller sur les ailes où le potentiel est remonté par le potentiel parabolique. Et donc vous avez une structure qui ressemble à ce qu'on appelle un gâteau de mariage, c'est-à-dire que vous avez au centre une couronne centrale dans laquelle vous avez deux atomes, et puis ensuite une couronne périphérique où il n'y a qu'un atome, et puis 0 atome à l'extérieur, et ainsi de suite. Alors comment est-ce qu'on voit cela? Pour le voir, on fait une expérience qui consiste à éclairer le gâteau de mariage, en quelque sorte, par un faisceau lumineux qui est, lui, résonnant ou quasi-résonnant pour que les atomes se mettent à diffuser des photons. Et on voit les photons diffusés, on les capture par un dispositif optique de très grande résolution. Et donc l'exploit, c'est d'être arrivé à atteindre une résolution qui est la résolution de la longueur d'onde, qui correspond à la périodicité des puits, et de voir la population des atomes dans chaque puits. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on va voir cette structure de gâteau de mariage. Alors pour bien la voir, il faut tenir compte de l'effet de blocage dont je parlais tout à l'heure. Lorsqu'on allume le faisceau lumineux qui va permettre de voir les atomes, ce faisceau lumineux va déclencher des collisions assistées par la lumière. Et si vous avez dans un puits deux atomes, ces atomes vont être expulsés très vite et vous ne les verrez pas. Par contre, si vous avez un atome, vous le verrez. Si vous avez trois atomes, vous aurez le même signal que s'il n'y en avait qu'un seul. En d'autres termes, cette méthode mesure le nombre d'atomes par puits modulo 2. On a absence de signal si on a 0, 2, 4 atomes dans les puits, et un signal qui est le même suivant qu'on a 1, 3, 5 atomes. Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir l'image qui revienne? Ah, elle est revenue, pardon. Donc vous avez une détection modulo 2, et vous le voyez de façon très jolie sur ces figures qui ont été faites dans le groupe d'Immanuel Bloch
à Munich. Vous avez ici le condensat de Bose-Einstein, et puis vous avez maintenant des structures d'isolants de Mott avec des nombres d'atomes qui sont de plus en plus grands. Là, vous avez l'image brute, et puis par des méthodes de reconstruction et d'augmentation de la résolution qui rappellent un petit peu ce qu'on fait en astronomie, vous voyez qu'on arrive à déterminer la position des atomes individuels dans ces nuages. Et vous voyez qu'au début, vous avez un atome au centre, et puis ces atomes occupent de plus en plus de puits, et puis lorsqu'il devient avantageux d'en mettre deux au centre, plutôt que de les décaler à l'extérieur où le potentiel devient trop grand, vous avez deux atomes au centre, mais ça apparaît comme zéro. Donc vous avez ici en fait deux atomes, puis un atome et zéro. Le cercle correspondant à deux atomes augmente de rayon, et puis il y a un moment où ça devient nécessaire de mettre trois atomes au centre qui apparaissent comme un, donc vous avez ici trois atomes, puis deux atomes, un atome et zéro atome. Donc très jolie expérience qui montre qu'on peut contrôler dans des systèmes à une, deux ou trois dimensions le nombre d'atomes dans chaque puits. Donc ça, c'était simplement des rappels sur les méthodes de refroidissement et de contrôle des atomes, et maintenant nous allons appliquer ces résultats à l'étude de ce qui se passe lorsqu'on est capable de contrôler dans deux puits voisins, dans deux pinces optiques voisines, un atome dans chacun des puits et l'exciter dans un atome de Rydberg. Alors je vais passer maintenant un petit moment à discuter de cette fameuse proposition d'utilisation de blocage Rydberg pour réaliser des portes et de l'intrication entre atomes froids, et je vous donne ici la référence. Alors l'idée de départ est très simple, vous avez deux pinces qui au point 1 et 2 confinent chacune un atome. La distance entre ces atomes est contrôlée. Et pour simplifier, la géométrie est très simple. L'axe qui sépare les deux atomes est en même temps l'axe le long duquel on applique un champ électrique. Et ce champ électrique va nous permettre d'utiliser l'effet Stark pour les expériences. Vous voyez que lorsque les atomes sont dans l'état fondamental, ils sont dans un puits de potentiel à la fréquence oméga. Lorsqu'ils vont passer dans un niveau de Rydberg, ils vont se trouver évidemment soumis à une autre force. Ça pourra être dans certains cas, ils seront toujours liés, mais avec une fréquence oméga prime. Dans d'autres cas, ils ne seront pas liés du tout. À ce moment-là, oméga prime sera égal à 0. Le point essentiel, c'est que la force mécanique qui agit sur l'atome dépend du fait de savoir s'il est dans l'état fondamental ou dans un état de Rydberg. Chacun de ces atomes est un atome à trois niveaux. Vous avez dans l'état fondamental deux niveaux E et G qui forment un qubit, puisque la philosophie de tout ça, enfin le contexte, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire en information quantique. Donc les deux états E et G forment un qubit, et puis vous avez un niveau de Rydberg R qui va jouer un rôle essentiel. Et le point important, c'est que seul l'état G du qubit est lié à l'état de Rydberg par la transition optique. Pour l'état E a une énergie différente, donc la transition ER n'est pas résonante. Donc lorsque le qubit est dans l'état E, il ne peut pas être excité dans l'état R. Alors, une façon de réaliser simplement une très forte interaction dipôle-dipôle entre les atomes, c'est de se placer dans un champ électrique et d'exciter la transition vers un des niveaux Stark. Alors, je vous rappelle la structure Stark d'une multiplicité de Rydberg, et on peut, par exemple, exciter l'état de plus grand moment dipolaire dans la multiplicité n, dont je vous rappelle qu'il correspond à un dipôle qui est proportionnel à nn-1. 3Q à 0, c'est le rayon de bord, Q, c'est la charge de l'électron, et c'est proportionnel à nn-1. Donc vous avez un très grand dipôle, et ce dipôle est orienté le long de l'axe, de l'expérience, c'est-à-dire le long du champ électrique. Et vous voyez que s'il y a deux atomes, si vous êtes capable d'exciter deux atomes dans cet état, l'interaction dipôle-dipôle, qui est en D1, D2, moins 3, D1Z, D2Z, devient simplement D2 moins 3D2, c'est-à-dire moins 2 D2 sur 4 pi epsilon 0 R3. Et si vous remplacez D par cette expression, vous voyez que vous avez une interaction en N4. Donc l'interaction est ici du même type que l'interaction dans le cas des résonances de Förster, simplement parce que vous avez déjà créé un dipôle et que ce sont deux dipôles qui interagissent et non pas des fluctuations entre les deux nuages électroniques. Et cette interaction peut être très grande, elle peut dépasser, si vous prenez n égale 100, vous avez, comme on l'a vu à la fin de la dernière leçon, des déplacements qui peuvent atteindre le gigahertz ou plus à des distances de quelques microns. Alors voilà la structure des niveaux d'énergie que vous observez, qui vont être importants dans l'expérience. Si vous avez les deux atomes dans l'état E, il ne se passe rien parce que E n'est pas couplé aux états de Rydberg. Si vous avez un atome dans l'état G et un dans l'état E,
l'atome dans l'état G peut être excité dans l'état R, donc GE est couplé à RE, de la même façon EG est couplé à ER. Et vous pouvez réaliser ce couplage soit de façon collective, c'est-à-dire d'avoir les deux atomes soumis au même champ, mais vous pouvez également soumettre le premier atome à une fréquence de Rabi oméga 1, le second atome à une fréquence de Rabi oméga 2. Vous avez la possibilité d'agir indépendamment sur les deux atomes, de la même façon que vous avez également la possibilité d'avoir des désaccords de fréquences différents pour les deux atomes. Il suffit de changer la fréquence des lasers qui excitent les atomes 1 et 2. Alors, la situation devient plus intéressante si vous partez de l'état GG, parce que vous voyez qu'à ce moment-là, vous pouvez passer soit à l'état RG, soit à l'état GR, suivant que vous excitiez le premier ou le deuxième atome. Maintenant, les deux atomes sont excitables, et avec les fréquences de Rabi oméga 1 et oméga 2. Et puis, lorsque vous êtes dans RG ou GR, vous avez la possibilité de monter à l'état doublement excité RR, mais attention, cet état doublement excité est déplacé à ce moment-là par l'effet d'interaction très fort entre les deux dipôles, c'est-à-dire par le terme U dont j'ai donné l'expression tout à l'heure. Et donc vous voyez, ce dessin vous montre ce qu'on peut faire dans l'expérience. Il y a deux possibilités. Si vous excitez avec une fréquence de Rabi très grande, oméga très grand devant U, eh bien vous allez être capable d'exciter les deux atomes parce que pendant le temps très court de l'excitation, l'interaction entre les atomes de Rydberg n'aura pas le temps de se manifester. Une autre façon de dire les choses, c'est que la largeur spectrale, la largeur de la raie d'excitation, qui est proportionnelle à oméga, va être très grande devant U, et donc vous allez pouvoir exciter, malgré ce décalage de fréquence, les deux atomes. Alors ceci donne une première méthode d'intrication des atomes, qui est la première méthode qui est décrite dans cet article. On suppose que oméga 1 et oméga 2 sont égaux, qu'on excite simultanément les deux atomes, avec un oméga, une fréquence de Rabi très grande devant U, et on se met exactement en résonance. Et on fait la chose suivante, on applique deux impulsions pi. On applique une première impulsion pi qui excite des atomes de G de GG vers les deux états de Rydberg RR. On fait GR et GR sur les deux atomes. Et puis on laisse le système pendant un certain temps, mijoter pendant un certain temps avec les deux atomes dans l'état R. Et puis ensuite on ramène les deux atomes dans l'état G par une deuxième impulsion pi. Alors vous voyez qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là. Si les deux atomes sont dans l'état E, il ne se passe rien, puisque E n'est pas excitable par les lasers. Si l'un des atomes est dans l'état E et l'autre dans l'état G, l'atome qui est dans l'état G va subir un cycle, va monter l'état de Rydberg et redescendre, et ceci correspond à une rotation 2π qui change la phase de la fonction d'onde, où GE donne moins GE. De la même façon, EG donne moins EG. Qu'est-ce qui se passe maintenant si les deux atomes sont dans l'état G? Chaque atome va voir sa phase changer quand il va subir ce cycle, donc on va avoir GG va redonner GG, à ceci près que, comme on laisse les deux atomes pendant un temps t dans l'état excité, pendant le temps qui sépare les deux impulsions, il va y avoir une accumulation de phase et puissance moins IU delta t. Et donc, si on règle la durée delta t pour que U delta t soit égal à pi, vous voyez qu'on va avoir une porte de phase. On va avoir maintenant, sur les quatre états logiques de notre qubit, dans un des états, l'état n'a pas changé, dans les trois autres, la phase a changé. Donc on a une table de vérité qui est 1, moins 1, moins 1, moins 1, ce qui est équivalent à avoir moins 1, 1, 1, 1. Il suffit de faire une opération unitaire qui est shiftée de pi, les quatre états, pour montrer que c'est équivalent. Donc on fabrique de cette façon-là une porte de phase. Alors cette porte de phase, elle est très simple, mais elle présente beaucoup de défauts. D'abord, elle est très sensible à la distance R entre les atomes. Si cette distance change un petit peu, bien, U delta t va changer. Et d'autre part, et surtout, ce qui va se passer, c'est que pendant que les atomes sont excités, ils vont subir cette force, une force en 1 sur R4, qui est la dérivée du potentiel en 1 sur R3, et donc ils vont se déplacer pendant le temps delta t, et lorsque vous allez les faire retomber, ils vont arriver à un autre endroit du puits, donc ça va exciter des vibrations dans les puits, et donc ça va conduire à une intrication entre les degrés de liberté interne et les degrés de liberté externe qui est très mauvaise pour la cohérence quantique. Donc il faut absolument éviter ce couplage entre l'état interne qui décrit le qubit et l'état du mouvement externe du système. Et pour cela, Zoller et ses collègues ont imaginé donc une variante qui utilise maintenant le blocage Rydberg et qui donc utilise l'interaction et l'existence de l'interaction entre les états de Rydberg de façon plus subtile. On choisit dans ce cas-là que oméga 1 et oméga 2 sont très petits devant U. C'est-à-dire qu'on veut maintenant être sensible pendant le temps de l'excitation au blocage Rydberg.
et à nouveau delta 1 et delta 2 sont égaux à 0, et on fait l'opération suivante, on applique au premier atome une impulsion pi, et puis plus tard, à nouveau une impulsion pi, et on sandwich ces deux impulsions pi sur le premier atome avec une impulsion 2pi sur le deuxième. Donc c'est très simple, une succession très simple d'opérations. Alors qu'est-ce qui va se passer à nouveau? Si les deux atomes sont dans l'état E, il ne se passe rien. Si l'un des atomes, si le premier atome est dans l'état G, ben G va redonner, il va avoir les deux impulsions oméga 1 et oméga 1 vont redonner une impulsion 2pi, donc G va changer va prendre une phase moins 1, et comme le deuxième atome est dans E, il ne va rien se passer sur le deuxième atome parce qu'il ne peut pas monter dans l'état de Rydberg. Donc GE va donner moins GE, EG va donner moins EG. Par contre, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, vous voyez que le premier atome va subir une impulsion 2pi, et donc la phase va changer de signe, mais le deuxième atome, lui, ne pourra pas passer dans l'état de Rydberg parce que le premier atome dans l'état de Rydberg va bloquer l'excitation du deuxième, donc il ne se passera rien pour le deuxième atome, et à nouveau, on va avoir un signe moins. Et à nouveau, ici, vous avez une situation où vous avez sur le premier état logique rien, et sur les trois autres un signe moins 1, ce qui est également la signature d'une porte de phase. Donc c'est la même porte de phase que tout à l'heure, mais elle a de gros avantages. D'abord, elle est largement insensible à U. Il suffit que U soit grand devant oméga pour bloquer. Donc en principe, dès que U est grand devant oméga, on obtient le même résultat. Et surtout, comme les deux atomes ne passent jamais ensemble dans l'état R, il n'y a pas de force qui s'exerce sur les deux atomes, et donc il n'y a pas d'intrication entre les deux atomes pendant l'opération de la porte. Alors, il y a une petite probabilité, on peut même estimer les probabilités d'erreur. Vous voyez qu'il y a une petite probabilité qui est en oméga 2 sur U au carré pour avoir une double excitation dans l'aile de l'arrêt de résonance. Et si vous excitez avec cette probabilité oméga carré sur U2, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, je vais essayer de l'écrire ici, il y a une petite probabilité que les deux atomes soient excités. S'ils sont excités, le système va prendre une phase supplémentaire U delta T, puisqu'ils vont interagir avec la force, avec l'énergie U pendant le temps delta T, mais oméga delta T vaut pi, donc ça c'est de l'ordre de pi oméga sur U. Mais par définition, oméga sur U est tout petit. Donc vous voyez que ça ajoute une erreur qui est une toute petite fraction de pi. Donc ça montre que le système est peu sensible à la valeur exacte de U. Alors, bon, donc ceci est beaucoup mieux. Alors Zoller et ses collègues ont raffiné encore davantage. Ils se sont dit, mais cette expérience, elle demande quand même qu'on soit capable d'appliquer des impulsions différentes aux deux atomes. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un système qui soit robuste, mais qui permette d'exciter simultanément les deux atomes, avec la même fréquence de Rabi sur les deux atomes? Parce que les atomes sont très proches l'un de l'autre. Imaginez que vous excitiez avec un faisceau qui a un diamètre de quelques dizaines de microns, vous n'allez pas séparer les deux atomes qui sont à 3 ou 4 microns l'un de l'autre. Et ils ont trouvé une troisième méthode, qui est une méthode adiabatique, qui agit sur l'ensemble des deux atomes et que je vais vous résumer rapidement. Dans cette méthode, donc, on applique la même fréquence de Rabi aux deux atomes. Cette fréquence de Rabi est petite devant U parce qu'on veut à nouveau avoir le fait que les deux atomes ne peuvent jamais être excités simultanément. Et on a un désaccord de fréquence qui est le même pour les deux atomes. Et vous voyez que maintenant, on va appliquer une fréquence de Rabi et un désaccord de fréquence qui vont varier dans le temps. Et on va suivre adiabatiquement la phase des niveaux d'énergie du système en fonction du temps. La variation dans le temps est représentée ici. Vous voyez ce qui se passe. On part d'un très grand désaccord de fréquence. Vous voyez, le delta sur delta 0, c'est ce qui est en bleu ici. Le désaccord de fréquence est très grand. Et on va passer à résonance, c'est-à-dire qu'on diminue le désaccord de fréquence, et donc on est très loin de résonance, on arrive à résonance, et puis on repart, mais attention, on repart dans la même direction, parce que si vous traversez, vous allez basculer, vous allez passer dans le niveau de Rydberg. Donc il faut arriver à résonance et repartir dans la même direction. C'est ce qu'indique le delta sur delta 0 que vous avez là. Et en même temps qu'on passe à résonance, la fréquence de Rabi, qui était très petite, passe par un maximum lorsque vous êtes à résonance, et puis elle décroît. Donc voilà la variation, et on va montrer que les niveaux d'énergie vont suivre adiabatiquement cette variation.
Qu'est-ce qui se passe si vous partez de l'état GE? Eh bien, GE va pouvoir monter à RE, puisque G s'excite en R, et vous avez finalement un système à deux niveaux, dont la matrice, l'hamiltonien est très simple. L'énergie, on passe dans le référentiel tournant, donc l'énergie de l'état R, c'est simplement delta, le désaccord de fréquence, et l'élément non diagonal, c'est la fréquence de Rabi. Et on peut diagonaliser cette matrice de façon évidente, et on trouve les deux niveaux d'énergie donnés par la diagonalisation, donc résolution d'une équation de second degré très simple, les deux niveaux E plus ou moins associés à cet état initial GE. On peut même les représenter graphiquement. L'état avec le signe plus, c'est l'état qui est l'état RE lorsqu'on est très loin de résonance. Vous voyez que lorsqu'on est très loin de résonance, on a un delta 0, un désaccord de fréquence, et lorsqu'on se rapproche de résonance, eh bien, l'énergie diminue, elle voudrait diminuer jusqu'à 0, mais comme lorsqu'on passe à résonance, on a la fréquence de Rabi qui lève la dégénérescence, on arrive à ce point-là, puis on revient. Quant au niveau GE, c'est celui qui correspond au signe moins, eh bien, il a une énergie nulle, et puis simplement, son énergie décroît, passe par la valeur 0 lorsqu'on est à résonance exacte, et puis passe par un minimum lorsqu'on est à résonance exacte, et puis revient à la même valeur. Et vous voyez que comme ces niveaux ne se croisent jamais, vous voyez que le système va suivre adiabatiquement, et il va simplement, dans les deux états GE et RE, acquérir une phase qui est l'intégrale de cette énergie au cours du temps. L'état RE ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la phase accumulée dans l'état GE, et c'est simplement l'intégrale de cette quantité, qui est une quantité qu'on peut calculer exactement, qui est delta moins racine delta 2 plus oméga 2 carré. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant si, au lieu de partir de l'état GE, vous partez de l'état GG? Si vous partez de l'état GG, vous avez maintenant trois niveaux accessibles. L'état GR plus RG, et je vous rappelle que lorsque vous excitez à partir d'un état, dans l'état fondamental, vous mettez une excitation dans le système, les éléments de matrice ne sont plus oméga, mais oméga racine de 2. Il y a une augmentation liée au caractère collectif de cette excitation, et j'en reparlerai tout à l'heure. Et donc vous avez des éléments oméga racine de 2 sur les éléments off diagonaux, et puis vous avez 0 delta, 2 delta, plus U, le déplacement U lié à l'interaction entre les deux atomes de Rydberg. Vous partez de l'état GG, vous allez atteindre cet état-là, mais vous ne pourrez pas monter au deuxième à cause du blocage Rydberg. En fait, ce qui va se passer, c'est que le système va évoluer, si vous pouvez éliminer l'état RR, et tout se passe comme si vous aviez un système effectif à deux niveaux, que j'ai représenté ici, qui est simplement la restriction du hamiltonien à ceci près que l'interaction entre l'état GR plus RG et l'état RR va déplacer légèrement, suivant une théorie des perturbations de deuxième ordre, les niveaux d'énergie en question. Et donc vous voyez que dans cette configuration-là, vous avez exactement le même problème que tout à l'heure, à ceci près que oméga est remplacé par oméga racine de 2 et que vous avez le delta remplacé par un delta tilde qui est delta renormalisé. Et donc vous pouvez recalculer à nouveau l'accumulation de phases dans ce cas, et vous voyez que à très peu de choses près, la seule chose qui change, c'est qu'oméga devient racine de 2 oméga. Donc ça veut dire que vous avez des accumulations de phases différentes suivant que vous partez de GG ou de GE. Et dire que vous avez une accumulation de phases différentes, ça veut dire que vous allez avoir à nouveau une intrication et la possibilité de créer une porte. Alors, ils ont résolu ça numériquement dans le cas que j'indique ici. On a une très grande interaction entre les atomes de Rydberg. On part d'un très grand désaccord de fréquence et on a une fréquence de Rabi maximum qui est de 100 MHz et qui est très petite devant U. C'est la condition importante. Et ils ont calculé ces intégrales. Alors, ce qui se passe, c'est qu'essentiellement, l'accumulation de phase est négligeable, sauf lorsque vous passez au voisinage de la résonance. Là, vous accumulez une phase importante, et puis elle se stabilise ensuite, et voilà le calcul. Dans ce cas-là, il trouve 4,4 pi, dans le cas où on part de GG. Si vous partez de GE, vous avez une intégrale plus petite, parce que au lieu du 2, vous avez un 1 seulement, et vous trouvez 2,7 pi. Le point important, c'est qu'on a une sensibilité très réduite à la valeur de U. U n'intervient dans ce calcul que par la toute petite différence entre delta et delta tilde, qui est un effet tout petit, qui est du même ordre que la correction dont je parlais tout à l'heure. Et alors ça peut paraître bizarre, vous avez des angles ici qui sont un peu étranges, 4,4 et 2,7. Est-ce que c'est une porte? Alors, la réponse est oui, parce que vous pouvez combiner cela avec une opération à un seul qubit. Si vous déphasez le qubit dans l'état G de 0,7 pi, vous allez voir que vous allez obtenir une porte parfaitement
bien accordé. Partons de l'état GE. Si vous agissez sur le premier qubit et vous faites une porte de phase 0,7 pi à 1 qubit, vous transformez ça en exponentielle moins 0,7 IPGE. Ensuite, vous appliquez cette opération là, et donc vous ajoutez 2,7 pi moins 0,7 pi, ça vous donne 2 pi, et donc ça veut dire que vous restez dans l'état GE. Par contre, si vous partez de l'état GG, eh bien, vous allez avoir 1,4 pi parce que c'est 2 fois 0,7, et 4,4 moins 0,4, ça vous donne 3, et 3 pi, c'est moins 1. Donc vous voyez que cet état-là prend le signe moins, l'état GE reste GE, l'état EG reste EG, et l'état EE reste bien sûr EE, et donc vous avez bien une porte de phase. Et donc vous pouvez réaliser de cette façon-là une porte de phase adiabatique qui a les avantages d'être très peu sensible à U, de ne pas intriquer les variables internes et externes, et de ne pas nécessiter une résolution spatiale des 2 qubits pour l'excitation. Donc voilà pour la théorie, et je voulais maintenant passer à la description d'expérience, démonstration du blocage Rydberg. Donc il y a eu 3 belles expériences qui ont été réalisées à la fin des années 2000, entre 2000 et 2010, des expériences par l'Institut d'optique de Palaiseau dans le groupe de Philippe Grangier et dans le groupe de Safman à Madison dans l'Université de Wisconsin. Donc je vous donne les 3 références. Les 2 premières sont des expériences de l'Institut d'optique et la 3e, l'expérience de Madison. Et j'ai décrit en détail donc, ces expériences dans les notes de cours. Je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite dans la façon de les décrire. Alors, la première expérience montre qu'on peut observer directement le blocage Rydberg sur 2 atomes. Donc, c'est la première expérience du groupe d'Institut d'optique. Le principe est toujours le même. Voici le diagramme d'énergie, 2 atomes dans l'état G, un atome dans l'état G et l'autre dans l'état R. Et si vous excitez les 2 atomes dans l'état R, vous avez le splitting lié à l'interaction entre 2 atomes dans le cas d'une résonance de Förster. Donc ils ont travaillé sur une excitation vers le niveau 58D pour lequel il existe une résonance de Förster que j'écris ici. 2 atomes dans l'état 58D ont une quasi-dégénérescence avec un des atomes passant à 60P et l'autre à 56F. Et donc vous avez, en raison de cela, une très forte interaction en N4 sur R3 entre les 2 atomes. Et ce couplage en 1 sur R3 bloque l'excitation de RR. C'est-à-dire que si vous prenez le diagramme des niveaux d'énergie, il est commode de l'écrire non pas dans la base séparée des états GG, GR et RG, mais de l'écrire dans la nouvelle base qui fait apparaître les états couplés et non couplés au rayonnement, les combinaisons linéaires de GR et de RG qui sont couplées au rayonnement par l'interaction. Et donc on fait intervenir des états collectifs qui sont les superpositions symétriques et antisymétriques de RG et de GR. Alors attention, il y a en toute rigueur des facteurs de phase et puissance IKRA et puissance IKRB qui sont liés au fait que les atomes sont sensibles à la phase du champ, mais ces facteurs de phase n'auront pas joué de rôle important. Et on pourrait d'ailleurs, si on faisait une transition à 2 photons pour passer au état de Rydberg avec des impulsions opposées, éliminer, ne pas avoir ce facteur de phase dans l'expression des états. Le point important, c'est que Φ+ est couplé à GG, alors que Φ- est non couplé. Donc on peut oublier l'état Φ- pour la description de ce qui se passe. Vous voyez que si oméga est suffisamment petit devant U, le système ne peut évoluer qu'entre ces 2 états, parce que la transition entre Ψ+ et RR ne peut pas se produire à cause du désaccord de fréquence. Donc c'est ça le point essentiel. Alors pour rentrer dans les détails des niveaux d'énergie, l'expérience est faite sur le rubidium, l'état fondamental et l'état 5S, et on isole dans l'état 5S un sous-niveau hyperfin, le sous-niveau F égale 2, MF égale plus 2, et ce niveau, on le prépare par pompage optique au début de l'expérience. Une fois qu'on l'a préparé, on excite à l'aide de 2 faisceaux laser, un faisceau autour de 795 nanomètres et un laser autour de 474 à 2 photons, le niveau de Rydberg, 58D, F égale 3, MF égale 3. Donc c'est une excitation à 2 photons, un photon rouge et un photon bleu. La fréquence de Rabi combinée, c'est le produit des fréquences de Rabi associées aux transitions à un photon divisé par le désaccord de fréquence delta. Et le vecteur d'onde est la somme, puisque dans ce cas-là, les 2 lasers sont contre-propageants, ou à un angle donné, c'est la somme vectorielle de KR et de KB.
Alors, un petit peu plus de détails sur l'expérience. La pince optique est réalisée en focalisant avec une très bonne lentille un faisceau décalé vers le rouge. C'est donc le faisceau piégeant est à 850 nanomètres, ce qui est très loin de la fréquence de résonance 795 nanomètres du rubidium. Et vous voyez qu'en fait, on a deux faisceaux qui font un tout petit angle, ce qui fait que dans le plan focal de la lentille, on a deux tâches dont on peut bien contrôler la distance. On peut faire varier la distance R entre les deux pinces. Et vous voyez ici la géométrie. Ce qui se passe, c'est que la même lentille qui est celle qui permet de focaliser, de fabriquer la pince optique, est utilisée pour collecter la lumière. Et donc la lumière qui provient des deux pièges peut être séparée, soit sur deux détecteurs à avalanche APD qui donc voient les photons qui proviennent des deux pièges, soit sur deux pixels différents d'une caméra CCD. Et ici, je vous rappelle l'excitation optique. Alors, comment est faite l'expérience? On commence par charger les pièges et s'assurer qu'on a un atome dans chaque piège ou un atome dans un piège ou dans l'autre. On pompe optiquement les atomes dans l'état initial de la transition. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va exciter l'état de Rydberg. Pendant qu'on excite l'état de Rydberg, on débranche la pince optique parce qu'on ne veut pas perturber les niveaux d'énergie de l'atome vers l'état de Rydberg. Donc on débranche pendant quelques centaines de nanosecondes la pince optique, on excite vers l'état de Rydberg, et puis on rebranche la pince optique, et à ce moment-là, le piège magnéto-optique refonctionne et on compte la fluorescence dans les pièges. Et donc ce qui va se passer, c'est que si l'atome est passé dans l'état R, au moment où on rebranche les pièges, l'état R n'est pas piégé et l'état R est évacué. Donc le signal qu'on va détecter, ça va être soit un atome dans G, c'est la probabilité pour que l'atome soit resté dans l'état G, soit pas d'atome, et ça représente la probabilité pour que l'atome ait été excité dans l'état R. Et donc l'expérience est dans son principe assez simple. Alors j'ai décrit ça en détail ici, et vous voyez ici le résultat de l'expérience. On commence par faire d'abord une expérience de calibration. On se met à grande distance, 18 microns. À 18 microns, l'interaction Rydberg n'est que de 0,5 MHz, et elle est très petite devant la fréquence de Rabi, 7 MHz. Donc tout se passe comme si les atomes étaient indépendants, et d'ailleurs ils le sont. Et on commence dans un premier test à charger seulement un des puits. On charge un des puits et on mesure la fréquence de Rabi entre l'état G et l'état R, et on obtient les points rouges. Et on a une belle oscillation de Rabi qui vous donne la fréquence oméga. Et puis on fait la même chose avec l'autre piège, c'est les points verts, et on obtient la même oscillation de Rabi. Donc on vérifie comme ça que les deux pièges sont couplés de la même façon au champ et qu'on a donc un système qui fonctionne bien symétriquement. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on charge chacun des deux pièges, toujours à grande distance, et on fait la même mesure, cette fois-ci, et on mesure la probabilité pour que les deux atomes soient dans l'état R. Et on obtient la courbe en noir ici. Et vous voyez qu'il y a deux courbes superposées. Les points bleus, c'est simplement le produit. Les points bleus sont les produits des courbes rouges et vertes, c'est-à-dire qu'elles représentent la probabilité d'exciter les deux atomes en faisant l'hypothèse qu'ils sont indépendants. Et on constate bien que dans ce cas-là, les points expérimentaux coïncident avec cette hypothèse, c'est-à-dire qu'à grande distance, le signal qu'on obtient ici est bien la preuve que les deux atomes interagissent indépendamment avec le champ laser. Et puis on recommence la même expérience, mais cette fois-ci à 3 microns au lieu de 18. À ce moment-là, le couplage Rydberg-Rydberg est de 65 MHz, très grand devant 7 MHz, et on est dans la situation de blocage. Alors vous voyez à nouveau les points rouges et verts, c'est la répétition de ce qu'on a tout à l'heure. La courbe bleue, c'est le produit des deux. Et vous voyez maintenant que lorsqu'on regarde la probabilité d'exciter les deux atomes simultanément, on a les points noirs qui montrent qu'il y a un blocage. Là, le blocage n'était pas encore parfait, mais je vous montrerai tout à l'heure des courbes où le blocage est encore plus net. Donc cette expérience démontre le blocage, et elle fait plus que démontrer le blocage. En fait, au lieu de mesurer la probabilité d'avoir les deux atomes dans R, on peut reprendre l'expérience et mesurer la probabilité pour qu'un des atomes soit dans R. PRG plus PGR. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on obtient le résultat suivant. La courbe en rouge, c'est la répétition de la courbe précédente. Qu'est-ce qui se passe quand un seul des pièges est chargé? Donc ça, c'est la fréquence de Rabi normale. Et puis, vous voyez, quand vous chargez les deux pièges et que vous regardez la probabilité de passer dans
le niveau d'excité un des deux atomes, vous avez maintenant une oscillation qui est racine de 2 fois plus rapide. Ça se voit très clairement. Et donc ça, c'est la preuve que vous excitez en fait une superposition des états Rg et Gr. Et en ce point, au point qui devrait normalement atteindre la valeur 1, mais qui n'atteint qu'une valeur de l'ordre de 0,8, vous avez en fait préparé un état qui est une superposition linéaire de Rg et de Gr. Donc vous avez intriqué les deux atomes, simplement parce que votre système de deux atomes indépendants est devenu maintenant une espèce de système à deux niveaux, et vous avez atteint le niveau supérieur du système à deux niveaux, qui est un système intriqué. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, bien sûr, ce qu'il faut faire pour que l'expérience soit concluante, c'est de démontrer que cet état-là est bien l'état qu'on obtient dans l'expérience. Et cet état-là, il n'est pas très commode parce que l'état R va décroître assez rapidement sous l'effet de la durée de vie des états de Rydberg. Et donc, ce qu'a fait le groupe de Palaiseau, c'est de transférer l'état R vers un état F de l'état fondamental différent de G et de remplacer l'intrication Rg plus Gr en une intrication stable Fg plus Gf. Et je vais vous en parler dans un moment, mais avant ça, je vais faire une petite digression sur ce fameux facteur oméga racine de 2 pour bien essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de comprendre comment l'oscillation de Rabi, en présence de blocage Rydberg, crée de l'intrication. Alors, il y a deux idées là. D'abord, une idée qui est extrêmement simple, c'est que le fait de passer d'une fréquence de Rabi oméga à une fréquence de Rabi oméga racine de 2, c'est simplement un changement de base. C'est le fait qu'au lieu de travailler dans la base des états découplés Gr et Rg, je travaille dans la base des états Gr plus Rg et Gr moins Rg. Le simple changement de base à lui seul, évidemment, ne va pas changer l'évolution du système. Et j'ai essayé de le démontrer dans les 2 pages qui suivent. En fait, ce que vous voyez, c'est que vous pouvez écrire l'évolution de ce système soit dans cette base découplée avec des éléments de matrice oméga sur 2, ou bien l'écrire dans la base des états psi plus et psi moins avec des éléments oméga racine de 2 sur 2. Ces deux descriptions sont strictement équivalentes. Ce qui n'est pas, la nouveauté apparaît quand l'état RR est déplacé. Si l'état RR est déplacé, à ce moment-là, cette transition devient interdite et votre système, qui a 3 niveaux ici, est maintenant bloqué un système à 2 niveaux, et c'est là qu'il va se passer des choses qui vont conduire à de l'intrication. Alors, pour bien le faire apparaître, je n'ai pas le temps de le détailler, j'ai fait le calcul sur la page suivante. Je me suis mis dans cette base où les éléments de matrice sont en oméga racine de 2, et j'ai calculé l'évolution du système. C'est un problème de mécanique quantique élémentaire, qui, avec les 3 amplitudes, CRR, CGG, et l'amplitude d'être dans l'état intermédiaire. Et on peut résoudre exactement l'équation, et quand on résout cette équation, eh bien, on obtient le fait que la fonction d'onde reste parfaitement factorisable en une évolution indépendante des 2 atomes. Il n'y a pas d'intrication dans ce cas-là. Et le point important, c'est que vous voyez que l'amplitude dans l'état C+, elle culmine à la valeur 1,5. Si vous prenez le carré de ça, vous allez trouver 1,5 de sinus carré oméga t. Donc si le niveau supérieur est atteignable, je reviens à la page précédente, si vous évoluez dans cette chaîne de 3 niveaux, vous n'aurez jamais plus qu'une probabilité 1,5 d'être dans le niveau psi+. Et il n'y aura jamais d'intrication. La probabilité d'être dans psi+ atteint la valeur 1 parce que vous coupez ce canal. Vous empêchez le système de monter, vous créez un système non linéaire. Et c'est toujours la même idée. Pour fabriquer un qubit à partir d'un système, d'une oscillateur harmonique, il faut créer une non-linéarité. On limite le qubit à une évolution en 2 états. Ici, c'est un peu la même chose. On a un système à 3 états qui est parfaitement linéaire tant qu'on n'a pas coupé la connexion entre l'état 2 et l'état 3. Alors, je reviens maintenant à l'aspect physique plus intéressant, qui est transfert de cette intrication état fondamental Rydberg sur un couple d'états fondamentaux. Alors, l'expérience est la même que tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on en était resté là, on est parti de cet état-là et on a été vers l'état de Rydberg et on a préparé une superposition FR plus GR plus RG. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on repart de l'état R et par une transition à 2 photons qui est en sens inverse de la précédente, on va vers un autre état qu'on appelle F qui est l'autre état hyperfin de l'état fondamental du rubidium. C'est-à-dire qu'on réécrit l'état R, on copie l'état R sur un état du qubit dans l'état fondamental. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est qu'on va transformer Rg plus Gr en Fg plus Gf, avec la simplification supplémentaire que le facteur de phase qui nous embêtait tout à l'heure va disparaître parce que les vecteurs d'onde au retour
viennent annuler l'accumulation de phases liées au vecteur d'onde K au moment de l'excitation sont compensées par les vecteurs d'onde qui interviennent dans l'expression du couplage au moment de la réémission. Et donc on fabrique de cette façon-là l'état Fg plus Gf. Et cet état-là, lui, il peut survivre pendant un temps beaucoup plus long, de l'ordre de la seconde, s'il n'y a pas de mécanisme de relaxation dans l'état fondamental. Alors le problème, c'est comment mesurer cet état. C'est un état de Bell. Comment mesurer l'état Fg plus Gf? Alors c'est là que je vais peut-être passer quelques minutes. Donc on prépare en principe l'état 1 sur racine de 2 Fg plus Gf. Alors comment est-ce qu'on mesure les états? On les mesure uniquement, comme je vous l'ai dit, en mesurant la lumière de fluorescence de la motte. Le problème, c'est que la lumière de fluorescence de la motte, elle émet des photons dont on ne peut pas distinguer s'ils ont été émis par un atome qui subit des cycles à partir de l'état F ou à partir de l'état G. Donc il n'y a aucun moyen de distinguer F de G de cette façon-là. Alors l'astuce qu'a utilisé le groupe de Palaiso, ça a été, avant de mesurer la fluorescence, de pousser les atomes qui sont dans l'état G et de les chasser. Donc, en principe, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que si les atomes dans l'état G sont chassés et qu'ensuite vous faites l'image avec vos photodiodes ou votre caméra, si vous voyez un atome, c'est qu'il est dans l'état F, et si vous ne voyez rien dans le puits correspondant, c'est que l'atome est dans l'état G. Alors ça serait très bien si on était sûr que les atomes qui sont dans l'état de Rydberg sont recapturés effectivement par la transition qui les fait redescendre. En fait, ils se sont rendus compte que ce n'était le cas dans les deux puits que dans 60% des cas. Donc il y a à peu près une probabilité de 40% que si vous ne voyez rien, ce n'est pas que l'atome est dans l'état G, c'est que vous avez manqué, vous ne pouvez pas savoir si l'atome est dans l'état G ou si simplement c'était un atome qui était dans un des deux états et qui n'est pas retombé. Donc ce qu'il faut faire, c'est la seule information fiable, c'est trouver un atome dans l'état F. Et donc la seule information fiable, c'est mesurer, lorsqu'on fait tout ça, la probabilité PFF que les deux atomes sont dans l'état F. Ça, c'est fiable. Si vous trouvez les deux atomes dans l'état F, c'est qu'ils sont dans l'état F. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc on arrive à la conclusion qu'on n'a qu'une information très partielle, mais cette information partielle, elle doit nous permettre de reconstruire l'opérateur densité qui théoriquement devrait être ceci. Alors, vous voyez qu'on a une situation qui rappelle la tomographie. Et en fait, on le fait par tomographie. Qu'est-ce que c'est que la tomographie? Vous avez un corps, vous voulez voir la répartition de densité à l'intérieur de ce corps, mais vous n'avez qu'une seule information qui est la transmission, l'épaisseur optique dans une direction. Mais vous voulez avoir beaucoup plus. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous faites tourner votre corps et vous mesurez l'épaisseur optique sous différents angles. C'est la tomographie médicale. Eh bien, ici, on va faire la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner cet état et on va mesurer avec différents angles de rotation la seule quantité qu'on peut mesurer qui est PFF. Et donc c'est l'astuce qui a été utilisée dans l'expérience. Avant de mesurer la fluorescence, on applique une opération unitaire qui revient à faire une rotation de chacun de ces deux qubits dans les deux puits. Et on applique aux deux puits la même opération, qui est une simple opération unitaire qui est décrite ici. On transforme G en une combinaison linéaire de G et de F sous cette forme, et F dans la combinaison orthogonale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement une rotation du qubit, et cette rotation du qubit, elle est effectuée en effectuant une transition. Ça pourrait être une transition micro-ondes directe entre F et G. En fait, c'est une transition Raman. On a deux lasers dont la différence des fréquences correspond à la transition hyperfine, et en accordant la durée de cette excitation Raman et la phase de cette excitation Raman, on peut en principe effectuer cette transformation. Donc on effectue cette transformation sur les deux qubits en contrôlant l'angle θ qui est simplement proportionnel à la durée de l'excitation Raman. Alors la phase phi, on ne la contrôle pas parce que d'un pulse laser à l'autre, les phases varient. Donc on va utiliser uniquement des signaux qui sont moyennés sur phi. Mais ça va être suffisant. Et une fois qu'on a déterminé ceci, ce qu'on mesure, c'est la quantité PFF de θ, c'est-à-dire quelle est la probabilité de trouver les deux atomes dans l'état F après avoir fait subir la rotation θ à cet état. Alors, à quoi est-ce qu'on s'attend? Alors, je vais aller assez vite parce que les notes de cours sont détaillées. En théorie,
Si on avait fabriqué cet état de Bell de façon parfaite, le calcul de PFF de θ donne simplement 1/2 de sinus carré θ. On doit obtenir une sinusoïde qui oscille à la fréquence 2 oméga Raman entre 0 et 1,5. Et quand on effectue l'expérience, on obtient une courbe qui n'oscille pas entre 0 et 1,5, mais entre 0 et 0,3, et dont la valeur moyenne n'est pas 0,25, mais plutôt 0,17. Et en plus, vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule fréquence à 2 oméga, il y a un battement entre la fréquence oméga et 2 oméga. Alors ça, c'est la preuve que l'opération n'est pas parfaite et que l'état qu'on a fabriqué n'est pas exactement l'état que l'on voulait. Mais on peut calculer les paramètres de cet état. La première chose qu'on peut faire, c'est si je fais PFF de 0, qu'est-ce que c'est que PFF de 0? Ça veut dire que je n'ai rien fait du tout. Et donc ça, c'est simplement ρFF, FF. PFF de 0, c'est la probabilité que les deux atomes... Alors cette valeur-là, elle devrait être égale à 0, puisque j'ai préparé FG plus GF. Vous voyez qu'en fait, elle n'est pas égale à 0. C'est le point d'origine ici qui vaut 0,6. De la même façon, qu'est-ce que c'est que PFF de pi? PFF de pi, c'est... Vous pouvez vous convaincre rapidement que PFF de pi, ce n'est rien d'autre que ρGGGG. Parce que si vous faites une rotation de pi sur les deux qubits, vous transformez G en F, et ensuite vous mesurez PFF. Donc c'est simplement PFF de pi, ça vous donne la probabilité que les deux atomes soient dans l'état G, qui elle aussi devrait être égale à 0. Mais vous voyez qu'elle n'est pas égale à 0. En fait, elle a cette valeur-là. Mais les valeurs brutes que vous trouvez là, ce n'est pas encore ce qu'il faut prendre, parce que vous savez qu'en fait, vous ne voyez que dans 60% des cas les paires. Donc il faut renormaliser si vous voulez avoir une matrice densité qui a une trace égale à 1. Et en fait, ce que montrent ces deux simples points, avec le fait que vous ne recapturez qu'avec 60%, il faut renormaliser par la probabilité de 60% de recapture, et vous trouvez que ρFFFF vaut 0,1 et que ρGGGG vaut 0,15. Donc vous savez déjà qu'avec 25, il y a une probabilité 0,25 de ne pas être dans le bon état, puisque ces deux probabilités-là ne sont pas celles que vous voulez. Alors ça veut dire également, puisque la trace de la matrice est égale à 1, que dans 75% des cas, eh bien, vous êtes soit dans ρFG, soit dans ρGF. Est-ce que c'est suffisant? Non, parce qu'il faut également évaluer l'élément de matrice non diagonal entre FG et GF, si vous voulez avoir un état de Bell. Et alors cette évaluation, je la fais sur la page suivante. C'est un calcul très simple. Ce calcul très simple, il consiste à calculer la valeur moyenne que nous donne cette valeur moyenne, la valeur moyenne de l'oscillation qui est de 0,17. Elle nous donne une indication intéressante parce que qu'est-ce que c'est que la valeur moyenne de cette courbe? Bien, PFF de θ, ce n'est rien d'autre que la valeur moyenne, la probabilité dans l'état F, une fois que vous avez appliqué l'opération U croix de θ sur le vrai opérateur densité, FF. Voilà ce qu'est PFF de θ. Et si vous en prenez la valeur moyenne, c'est simplement la valeur moyenne sur θ de ça. C'est-à-dire que vous devez prendre cette expression-là et la calculer en valeur moyenne sur θ. Alors ça, comme vous connaissez tous les éléments de matrice de U, de U croix, vous pouvez développer ça et vous obtenez l'expression que j'ai ici. Vous avez cosinus puissance 4θ sur 2 ρGGGG plus sinus puissance 4θ sur 2 ρFF plus ceci avec les éléments non diagonaux. La valeur moyenne de cosinus puissance 4θ sur 2 et sinus puissance 4θ sur 2, c'est 3/8, alors que la valeur moyenne de ceci, c'est 1/8. Donc vous obtenez cette expression-là très simplement. Et comme vous avez à la page précédente les valeurs de tous ces coefficients et que vous savez que P recap vaut 0,62, eh bien, vous obtenez très vite le fait que cet élément non diagonal, sa partie réelle vaut 0,37. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez calculer la fidélité de préparation de l'état de Bell, qui est simplement ρ, la valeur moyenne de ρ dans l'état psi Bell, et vous trouvez 0,75. Donc vous voyez que... Mais 0,75, c'est la fidélité de l'état quand vous avez récupéré l'état, bien sûr. Si vous avez perdu un atome, vous ne savez pas tout ce qui serait passé. Donc, avec ce filtre, que vous ne récupérez l'état que dans 60% des cas, vous savez à ce moment-là que la fidélité est de 0,75, donc il y a de l'intrication dans le système.
Alors maintenant, très rapidement, je vais aller rapidement parce que c'est pratiquement la même expérience, l'expérience du groupe de Madison. Alors, le groupe de Madison, il s'est plus intéressé à l'aspect porte. Alors, je vais bien insister sur le fait qu'à partir du moment où, en faisant interagir deux atomes, vous avez de l'intrication, ça prouve que vous êtes capable de faire une porte. Et donc le groupe de Madison a pris le problème à l'envers, il a d'abord fait une porte et montré ensuite avec la porte qu'il pouvait faire de l'intrication. L'expérience est pratiquement la même que la précédente, avec quelques petites différences. Je vais donc insister surtout sur les différences. D'abord, ils ont travaillé avec un état beaucoup plus excité. Au lieu de 58, c'est le 97D, ce qui fait qu'ils ont un blocage à plus grande distance, 10 microns au lieu de 4, et ils peuvent se permettre d'avoir des pièges plus grands que le piège de l'équipe de l'Institut d'optique. Deuxième différence, ils ont codé l'information non pas dans des états de valeur maximale de MF, mais ils l'ont codé dans les états de MF égale 0 en pompant optiquement vers cet état-là, qui est l'état de la transition d'horloge, si vous voulez, dans un atome alcalin. Ensuite, l'excitation vers les états de Rydberg, c'est la même que tout à l'heure, c'est une excitation à deux échelons avec un désaccord de fréquence dans l'état intermédiaire. De la même façon, ils mesurent dans le résultat la fluorescence des atomes dans chaque puits, et de la même façon que le groupe d'Institut d'optique, ils chassent les atomes d'un des niveaux pour sélectionner les atomes qui restent dans l'un des deux puits. Donc ils vont être amenés à faire le même type d'opération, la tomographie, etc. J'ai mis en rouge le 0 parce que je crois qu'il y avait une erreur dans les notes que vous avez, il y a un 1, alors qu'en fait c'est le 0 qu'il faut dans les notes. Voilà le montage expérimental. Leurs deux puits ont des formes de cigares, ils sont séparés d'à peu près 10 microns. Vous avez un des qubits qu'ils appellent le contrôle et l'autre qu'ils appellent le qubit cible. Et dans leur cas, la probabilité de recapture est de 80% dans ces grands puits. Alors, il ne faut pas se cacher que c'est des expériences difficiles. Il y a beaucoup de lasers. Il faut distinguer les lasers piégeants qui sont très fortement décalés vers le rouge. Alors, c'est encore plus le cas dans l'expérience de Madison. C'est 1064 nanomètres au lieu de 850. Il y a les lasers pour pompage optique autour de 780 nanomètres. Et il y a les lasers d'excitation Rydberg qui sont des combinaisons de 780 et de 480 nanomètres. Alors, ils se sont payés le luxe de faire deux types de portes. Et donc, sur la page suivante, je vous montre les deux types de portes qu'ils ont faites en allant rapidement. Mais comme dans la première leçon, j'avais déjà parlé du principe de ces portes, je vais aller assez vite. La première porte, c'est vraiment... Ils font une porte de phase et ils la transforment en porte contrôle-note. La porte de phase, c'est exactement la porte de Zoller dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez les impulsions sont rangées dans l'ordre, donc 2, 3, 4. Vous faites un pulse de pi sur l'un des qubits, puis un pulse de pi sur le second, et puis un pulse de pi sur le premier. Donc l'ensemble de 2, 3, 4, ce n'est rien d'autre que la porte de phase exploitant le blocage Rydberg. Et puis ensuite, ils mettent tout ça en sandwich entre deux portes pi sur 2, agissant uniquement sur le qubit contrôle, c'est les portes 1 et 5, et ça, c'est simplement pour transformer la porte de phase en une porte C-note. Les opérations 1 et 5 sont les transformations de Hadamard, qui font des superpositions linéaires de 0 et de 1. Donc ces 5 opérations-là, c'est effectivement une porte de phase, une porte contrôle-note. Et puis, ils ont une deuxième façon de faire une porte contrôle-note qui est plus astucieuse, et je ne la ferai pas au tableau, mais c'est un excellent exercice pour voir si vous avez tout compris. Là, c'est encore... Il n'y a que des pulses pi. Ces pulses agissent sur le contrôle et sur la cible, porte le contrôle, soit le contrôle vers l'état de Rydberg s'il est dans l'état 0, ce sont les pulses 1 et 7, et puis entre 1 et 7, on met en sandwich 2, 3, 4, 5 et 6, qui sont des pulses pi agissant sur le contrôle cible, soit entre l'état 0 et l'état de Rydberg, soit entre les deux états, pour les transformations 3 et 5, entre les deux états du qubit cible. Et vous pouvez vous convaincre facilement que la succession de ces 7 opérations dans l'ordre indiqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 donne une porte C-note. Donc ils ont fait les deux versions de cette porte C-note et je vous montre simplement le résultat. Alors d'abord, ce qu'ils ont commencé par faire, c'est préparer les 4 états logiques, l'état 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 1. Pour cela, ils commencent par pomper optiquement dans l'état F égale 2, MF égale 0, et puis par des rotations du qubit, c'est-à-dire par des transformations Raman, ils préparent les 4 états logiques. Et vous voyez que normalement, ça devrait être une diagonale avec des 1. Vous voyez ici, donc, quand ils veulent préparer l'état 1, ils préparent essentiellement un, mais un petit peu des autres, et ainsi de suite. Donc ceci vous donne la qualité de préparation
les états du qubit avec une fidélité de l'ordre de 0,8 à 0,9. Ensuite, ils refont la même chose, mais après avoir appliqué la porte, et vous voyez que c'est bien une porte C-note. La table de vérité, c'est qu'il y a une sous-matrice qui est une matrice diagonale, et puis l'autre sous-matrice qui est une matrice sigma X non diagonale. Donc voilà la table de vérité de la porte C-note quand ils le font par la première méthode, et voilà la table de vérité de la porte C-note quand ils le font par la seconde méthode. Ça ne paraît pas la même chose parce que, pour une raison qui m'échappe, ils ont changé la définition du qubit de l'état qui fait basculer le qubit cible. C'était l'état 0 dans un cas et l'état 1 dans l'autre. Mais en tout cas, vous voyez que la fidélité est de l'ordre de 70 à 75%. Après avoir fait ça, ils ont fabriqué de l'intrication. Vous voyez que si vous avez une porte C-note et que vous préparez le contrôle dans l'état 0 plus 1 en le faisant agir sur 0, vous fabriquez 0, 0 plus 1, 1. Et si maintenant vous faites agir sur l'état 1, vous fabriquez 0, 1 plus 1, 0. Donc, en faisant agir 0 plus 1, soit sur l'état cible 0, soit sur l'état cible 1, vous fabriquez deux états de Bell. Et ensuite, ils font de la tomographie, de la même façon que le groupe de l'Institut d'optique, et ils obtiennent, cette fois-ci, une fidélité de l'ordre de 60% au lieu de 75%. Donc, vous voyez que ces expériences marchent pas mal. Dernière partie, je voudrais maintenant très rapidement passer à la description d'une autre expérience qui est très jolie, qui est plus récente, 2013. C'est toujours le groupe d'Institut d'optique qui a mesuré directement l'interaction de Van der Waals entre deux atomes de Rydberg en fonction de leur distance et en fonction du nombre quantique principal. Alors c'est un petit peu le même type d'expérience que celle que je vous décrivais il y a 3 semaines, où on mesurait en fonction de la distance à la paroi et du nombre quantique principal l'interaction de Van der Waals entre un atome et son image. Mais là, c'est des ordres de grandeur complètement différents. Vous allez voir que c'est des interactions beaucoup plus fortes avec des nombres quantiques beaucoup plus grands et un contrôle de la distance bien meilleur. Il y a 30 ans qui sont passés depuis, et ça, c'est l'expérience où on contrôle les atomes avec les méthodes des atomes froids. Alors, je vais aller très vite parce que c'est toujours le même montage. On met maintenant un atome dans chaque puits, on contrôle la distance entre les atomes, on la fait varier, et cette fois-ci, on excite vers l'état n en faisant varier n entre 53 et 82, de façon à voir comment l'interaction en n11 sur R6 varie en fonction de n. Et on travaille à un domaine de distance tel que c'est bien une interaction en n11 sur R6, il n'y a pas de résonance de Forster dans ce cas. Alors, bon, ce dessin, vous commencez à le connaître. Vous voyez que l'excitation à 2 échelons vous conduit vers l'état doublement excité, et cette fois-ci, vous allez pouvoir l'exciter ou non, suivant que oméga est petit ou grand devant U de Van der Waals. Et ce qu'ils ont fait dans cette expérience, c'est qu'ils ont fait varier de façon continue, en faisant varier la distance des atomes, U par rapport à oméga, et ils ne se sont pas contentés de voir ce qui se passe en absence de blocage et en blocage total, mais également ce qui se passe dans les situations intermédiaires, où on excite de façon partielle l'état excité des deux atomes. Et je vous montre ici d'abord une expérience de test de calibration. Il ne charge qu'un seul puits, et on applique cette impulsion qui va vers les états excités, vers l'état de Rydberg, pendant un temps t. Bien sûr, le piège est éteint, puis on le rallume le piège et on mesure la fluorescence de la mélasse. Un atome dans R à l'instant t n'est pas recapturé, il se manifeste par une absence de fluorescence, comme tout à l'heure. Et en répétant 100 fois pour des t croissants, on obtient les probabilités P1 de R et P2 de R de trouver l'atome dans R à l'instant t lorsqu'il est seul, soit dans le puits 1, soit dans le puits 2. Donc ça permet de mesurer l'oscillation de Rabi. Donc la courbe de gauche, vous voyez une belle oscillation de Rabi entre 0 et 1. Et à droite, vous voyez le produit d'oscillation indépendante dans les deux puits, qui est simplement le carré de la première. Et donc tout ça, ça oscille à la fréquence de Rabi. Et les formules théoriques sont données ici. Sinus carré oméga t sur 2 dans un cas, sinus puissance 4 oméga t sur 2 dans l'autre. Et puis ensuite, ils font la même expérience à grande distance pour vérifier que les atomes interagissent bien de façon indépendante. Alors, la probabilité pour que les deux atomes soient dans l'état R, c'est exactement la même qu'ici, donc ça montre bien que les deux atomes sont indépendants. Et puis, ils ont mesuré PRG plus PGR. Qu'est-ce que c'est que PRG? C'est la probabilité que le premier atome soit dans R et le deuxième dans G. Donc, ça va être sinus carré oméga t sur 2 que multiplie cosinus carré oméga t sur 2. Et donc, vous allez avoir ici 2 fois sinus carré oméga t sur 2 cosinus carré oméga t sur 2, qui est égal à 1,5 de sinus carré oméga t. Et vous voyez que ça va donc, la fréquence est 2 fois plus rapide. Et effectivement, vous voyez une fréquence 2 fois plus rapide. Et normalement, ça doit aller entre 0 et 1,5.
Donc vous voyez qu'il prouve bien que les deux atomes se comportent indépendamment à grande distance. Donc j'ai répété ça ici. Et ensuite, on diminue la distance entre les atomes progressivement. Vous voyez que le signal devient compliqué. Et puis, lorsque les atomes sont tout près, c'est-à-dire que lorsqu'on a un blocage total, à nouveau, on retrouve la simplicité. Oscillation en oméga racine de 2 et blocage total pour PRR. Et donc, vous voyez que toute l'information elle est contenue dans la région intermédiaire. Les points sont expérimentaux et les courbes sont un fit théorique à partir de la résolution d'une équation 4 par 4 que je vous montre ici. Le hamiltonien est très simple. Vous voyez, vous avez donc les énergies sur la diagonale, l'interaction de Van der Waals qui apparaît dans le cas pour les deux atomes, et puis les couplages en oméga sur 2. J'ai pris ici la base des états découplés. Donc il faut résoudre cette équation qui donne l'oscillation de Rabi en ajoutant un terme d'amortissement pour tenir compte donc, des différents amortissements. Et les paramètres libres, laissés libres dans l'expérience, c'est U de Van der Waals qu'on cherche à mesurer, une petite dérive de fréquence des lasers autour de delta égale 0, qui peut se produire parce que l'expérience met beaucoup de temps pour avoir toutes les données, et puis le taux d'amortissement gamma de l'état R. Et c'est en faisant en choisissant le best fit, le meilleur accord, qu'ils ont été capables de reproduire les variations expérimentales. Donc ils en tirent l'interaction de Van der Waals, et vous voyez ici donc UVW en fonction de R pour l'état 53D, l'état 62D, l'état 82D. Les points sont expérimentaux et les droites, c'est la formule en N11 sur R6. Et donc vous voyez qu'on a un excellent accord. Ils sont capables même d'expliquer pourquoi ça ne marche pas très bien à certains points. Et vous voyez que donc, la pente donne, c'est en unité logarithmique, la pente montre bien que c'est une loi en 1 sur R6, et l'augmentation énorme en fonction de N. Vous voyez ici que vous avez 0,1 MHz pour 53 qui devient de l'ordre de 1,5 MHz pour 62 et plus de 10 MHz pour ça. On a donc une variation très très rapide et donc on a une vérification extrêmement quantitative de cette interaction. Donc je vais conclure, une conclusion un peu mitigée. Vous voyez que ces expériences montrent que les méthodes de manipulation permettent de réaliser des expériences d'intrication de logique quantique et que la précision de l'expérience est suffisante pour vérifier quantitativement les lois de l'interaction dipôle-dipôle avec une relativement bonne précision dans la situation où les propriétés de ces atomes de Rydberg se manifestent sur une très large gamme d'ordre de grandeur. Par contre, la précision de l'expérience reste très insuffisante pour la réalisation de portes logiques efficaces et pratiques. Les fidélités de 60-70%, ce n'est pas merveilleux et c'est très très loin de ce dont on aurait besoin. Alors, il y a toutes sortes de limitations que je n'ai pas voulu étudier en détail, ça aurait été trop technique. Et donc, voilà où on en est actuellement dans l'aspect information quantique avec les atomes. Alors, la semaine prochaine, j'étudierai plus particulièrement les effets collectifs induits par le blocage Rydberg dans les ensembles d'atomes froids. Et vous allez voir qu'il y a des tas d'effets nouveaux qui apparaissent lorsque on a beaucoup d'atomes dans un rayon de blocage. Et on va étudier donc le 6 mai ces effets-là. Et la dernière leçon, le 13 mai, portera sur comment faire de l'optique non linéaire au niveau du photon en exploitant le blocage Rydberg-Rydberg. Comment est-ce qu'on peut faire interagir des photons entre eux par l'intermédiaire de leur couplage avec un ensemble d'atomes en exploitant le phénomène de blocage Rydberg. Donc je vais m'arrêter là. Je vous rappelle qu'on va avoir un séminaire dans quelques minutes. Je vais vous donner le titre du séminaire en anglais, mais Frédéric Merck va faire le séminaire en français. Donc très souvent, les gens me demandent est-ce que le séminaire va être en anglais ou en français. Donc je peux vous dire le séminaire sera en français. J'espère que ça va retenir certaines personnes dans la salle. Et donc je vous donne, on va reprendre dans une dizaine de minutes. Merci.